Conditions sur site internet. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h43, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Leïla Chebei, qui est candidate aux élections européennes pour la France insoumise. Oui, bonjour Leïla Chebei. Bonjour. Pourquoi le vote de colère ne semble pas tourner vers la France insoumise? Quand on regarde du moins les études d'opinion, il faut attendre dimanche, mais quand même, quand on regarde dans les sondages. C'est vrai que l'élection européenne, c'est traditionnellement une élection où on a des difficultés à mobiliser. Une élection qui intéresse peu les gens. Les gens peuvent se dire que c'est loin, éloigné des préoccupations quotidiennes. Les européennes, ça n'a pas de lien avec la politique menée nationalement. Nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que, au contraire, les politiques qui ont été contestées dans la rue ces derniers mois par Emmanuel Macron, pour prendre l'exemple des services publics, la forte demande des Français d'avoir plus de services publics. Quand on ferme une gare, quand on ferme un hôpital, c'est lié à des choix qui sont faits à l'échelle de l'Europe. Après, c'est vrai que moi, je peux comprendre les gens qui se disent à quoi bon aller voter. On a à chaque fois des candidats qui, une fois élus, ne tiennent pas leurs promesses. Mais à cela, je m'adresse et je leur propose c'est le jour de la fête des mères, mais de se déplacer également pour aller voter, parce que chaque voix en moins, c'est un cadeau pour Macron et c'est un cadeau pour l'extrême droite. Bah oui, non mais Marine Le Pen réussit quand même à mobiliser son électorat. Lui, Jean-Luc Mélenchon, qui avait réussi quasiment 20% en fait à la présidentielle, hein, là il ne réussit pas non plus à mobiliser. Il y a un manque de souffle peut-être, ou alors il y a une dispersion des voix à gauche. On sent que un certain nombre de personnes ne s'était pas préoccupé de l'élection jusqu'à présent et rentre dans l'élection maintenant, là, dans les jours qui viennent. Donc là, il nous reste quelques jours pour mobiliser. Et moi, je pense qu'on peut faire se déplacer aux urnes des gens qui ne s'étaient pas préoccupés de l'élection. Oui. Et quelle Europe vous proposez, vous, d'ailleurs, à la France insoumise? Parfois, on a du mal à comprendre. Il faut regarder dans les détails le programme, mais c'est compliqué. Mais en deux mots, justement, puisque vous voulez mobiliser l'électorat. Alors justement, nous, notre projet pour l'Europe, c'est le même projet que celui qu'on porte à l'échelle de la France. C'est une Europe de la justice sociale, de la justice fiscale et des services publics. Parce que on pourrait se dire que la justice sociale, la justice fiscale, ça ne se fait qu'à l'échelle nationale. Pour prendre l'exemple de la fiscalité, revendication qui a fortement été exprimée dans la rue ces derniers mois, le fait que chacun contribue à l'effort collectif en fonction de ce qu'il gagne, en fonction de ses revenus. On est dans une Union européenne qui organise l'évasion fiscale. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 80 à 100 milliards d'euros qui échappent aux caisses de l'État chaque année. On a fait le calcul, nous, ça permettrait de construire 2300 hôpitaux chaque année. Ça permettrait d'ouvrir 6 millions de places en université. Et ce qu'on propose, nous, c'est une politique d'harmonisation fiscale à l'échelle européenne pour aller récupérer cet argent qui part dans des paradis fiscaux en Europe. Donc voilà notre projet. Donc là, je vous ai parlé de fiscalité. Oui, sur la fiscalité, oui, on sait bien. Alors après, il faut réussir à trouver des coalitions pour avoir des majorités suffisantes et peser dans les débats européens au Parlement. Ça, c'est un peu votre difficulté, quoi. Non, parce que nous, on a fait le choix de ne pas mentir aux gens, de ne pas raconter d'histoire. C'est-à-dire C'est-à-dire que le Parlement européen, contrairement par exemple à l'Assemblée nationale en France, n'a pas le droit d'initiative législative, n'a pas le droit d'initier des lois. C'est la Commission européenne, où il y a des représentants des États qui proposent des projets de directives et qui sont ensuite amendés par le Parlement européen. Donc si on veut changer le fonctionnement de l'Union européenne, si on veut par exemple mettre allez-y, si on veut mettre un terme à cette règle des 3%, vous savez, c'est quand vous êtes membre de l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de dépasser 3% de déficit. Cette règle-là, qui est complètement absurde, qui a été inventée sur un coin de table, ça vous empêche d'investir massivement dans les services publics. Si on veut changer ça, ça passe par changer les traités européens. Et on est la seule liste qui proposons de changer les traités européens. Vous voulez sortir des traités. Hein. Est-ce que, par exemple, ça signifie un Frexit, alors ? Pas du tout, pas du tout. C'est là où peut-être les auditeurs et les électeurs ont du mal à comprendre, quoi. Parce que vous voulez sortir des traités, mais ne pas sortir de l'euro. Pourtant, c'est facile à comprendre. Expliquez-nous, parce que c'est pas aussi simple que ça. Si on veut mettre en place des politiques de progrès social, de solidarité, sortir de cette Europe de la coopération et du tous contre tous, où c'est les lobbies qui gouvernent, les multinationales qui gouvernent, si on veut faire ça, il faut sortir des traités. Maintenant, nous, on pense on n'est pas n'importe qui en Europe. On est un pays qui pèse, un pays puissant, et on peut mener un rapport de force pour modifier ces traités européens. Ça n'a jamais été tenté. Vous vous souvenez de François Hollande qui avait dit, quand je serai élu, la première chose que je ferai, ce sera de modifier, de mettre la pression sur l'Allemagne pour modifier le TSCG.
Il n'a jamais tenté. Le TSCG qui est le traité de constitution, un traité sur un des traités européens qui impose justement, qui s'impose comme un carcan, qui impose par exemple cette fameuse règle d'or où vous n'avez pas le droit d'aller au-delà des 3% de déficit. Jamais ça a été tenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est un contributeur net de l'Europe. On met plus d'argent dans l'Europe que ce qu'on reçoit en retour. Donc on est, contrairement à d'autres pays du sud de l'Europe, en capacité de mener un rapport de force. Donc tout en restant dans l'euro, quoi. Il n'y aura pas d'Europe sans la France. Je pense qu'il n'y aura pas d'Europe sans la France. Oui, d'accord. Donc il faut impérativement garder l'euro. En fait, on a beaucoup polarisé les débats là-dessus sur sortir ou pas de l'euro. C'est pas la monnaie qui fait les politiques. C'est pas parce qu'on sort de l'euro. Il contribue quand même fortement, quoi, aussi. Oui. Hein. On a fait un petit focus tout à l'heure. Bruno Le Maire dit aussi que l'euro est menacé, que ça peut menacer justement les échanges entre pays, quoi. Donc, nous, la priorité, c'est que la souveraineté du peuple soit respectée, c'est qu'on puisse avoir les mains libres pour mener des politiques en direction de l'intérêt général. C'est qu'on ne soit pas obligé de libéraliser les services publics. Par exemple, les transports publics, dire, tiens, quand il y a une gare dans un endroit où il n'y a qu'une personne qui passe tous les jours, ça s'oppose au dogme de la concurrence, c'est pas rentable, clairement. Mais ce qui fait le service public, c'est que quel que soit votre niveau de revenu, quel que soit l'endroit où vous habitez sur le territoire, vous avez accès à du transport public, à un hôpital, à une école. Et ça, actuellement, avec les traités européens, ce n'est pas possible. Nous, on dit, c'est pas sortir ou pas de l'euro, c'est vraiment comment on fait en sorte de créer les conditions pour des politiques justes. Leïla Chebbi, donc avec ces arguments, vous espérez être en quelle position, en fait, dimanche prochain, pour compter encore dans les débats européens, mais également sur la scène nationale? Alors, force est de constater que Emmanuel Macron a réussi à imposer le fait qu'il y a un duo, lui et le Rassemblement national. Il a réussi à refaire le scénario du deuxième tour de l'élection présidentielle, parce que comme ça c'est bien pratique, on dit à moi ou le chaos. Bien sûr. Et je pense que c'est rabougrissant pour le pays. C'est rabougrissant pour la société française. Ce duo-là n'exprime pas les attentes qui s'expriment au sein de la population. Et nous, notre objectif, c'est de porter une alternative à ce duo-là. Donc d'arriver troisième. Pour l'instant, donc concrètement, d'arriver troisième. Vous pensez arriver devant les Républicains? La marche est pas très haute. Les enquêtes d'opinion nous mettent à peu près autour de 10%. Oui, parfois un peu moins. On est autour de 2,5 points à peu près des Républicains. Ce serait quand même dommage pour le pays que les trois forces qui arrivent en tête, ce soit trois nuances de droite. On a la possibilité effectivement de porter une alternative à ce duo LREM. Alors la gauche justement, vous y tenez beaucoup, en fait des valeurs de gauche. Vous n'étiez pas à Toulouse hier soir pour le meeting, alors que vous êtes toulousaine. Oui. Il y avait donc un pincement au cœur. Il y avait Manon Aubry, Manuel Bompard et évidemment Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, vous n'étiez pas à Toulouse hier soir, mais un petit extrait là. Voilà, c'est la lutte, c'est toujours... c'est l'international. Oui, l'international, toujours, en fait. Mais c'est une chanson, en fait, c'est une chanson du mouvement social, du mouvement ouvrier. Il faut savoir que sur notre liste, on regroupe toute la diversité du mouvement social et du mouvement ouvrier. Sur notre liste, il y a une majorité de gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un mouvement politique, qui sont... Il y a une aide-soignante, Anne-Sophie Pelletier, qui a fait plus de 117 jours de grève. Des gilets jaunes, un peu. Bernard Borgiali, 79 gilets jaunes en quelque sorte. Mais on a également donc des communistes, on a des écologistes, on a Emmanuel Morel, ancien socialiste. Vous avez peut-être des communistes, mais vous avez vu quand même que Yann Brossat arrive, il vous grappille des électeurs. Il est à plus de 3% dans les intentions de vote. Yann Brossat, il fait de bonne campagne, il aurait fallu s'allier avec lui. Il fait une bonne campagne. Après, je pense que si on veut donner du poids à des idées sociales, écologistes, de justice, de solidarité, il faut donner de la force à la force. Oui. Leïla Chebbi, Marine Le Pen a renommé votre parti hier, LFI, la France islamiste. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que c'est son fonds de commerce, de toute façon. Ça a toujours été son fonds de commerce de s'attaquer, de créer de la peur comme ça, une fois sur l'islam, une fois sur les immigrés, sur les réfugiés. Après, je me dis que si elle a besoin de s'attaquer comme ça à la France insoumise, c'est qu'elle a des raisons peut-être de craindre, de voir qu'il y a manifestement une dynamique de notre côté. Et que, dynamique alors qu'il y a certains de votre parti qui sont partis au Rassemblement National. Il y a une personne qui est partie. Mais ça fait beaucoup de bruit quand même, non ? Ça fait beaucoup de bruit et c'est une douleur parce qu'à chaque fois, avec ce cas-là particulier de cette trahison,
on nous sort encore la petite musique comme quoi il y aurait éventuellement des ponts, alors que moi ce que je veux dire c'est que nous n'avons rien à voir, je redis que nous n'avons rien à voir avec le Rassemblement national, nous n'avons rien à voir avec les idées nauséabondes qui sont véhiculées par ce c'est pour ça que Marine Le Pen, elle dit, elle dénonce le refus, justement, votre refus de contrôle aux frontières, la distribution de la nationalité française, le vote des immigrés. Elle dit voilà, ils veulent de la souveraineté, mais ils ouvrent les frontières. Non, mais elle a besoin. Elle se revendique le parti du peuple, le mouvement qui va répondre aux aspirations populaires. Et on voit qu'en fait, dès qu'on creuse, dès qu'on va sur le terrain des propositions, qu'est-ce qu'elle a proposé ? Monter les gens les uns contre les autres. En matière de justice sociale, par contre, vous l'entendrez pas. Il faut savoir que le Rassemblement national, il a fait alliance avec son homologue autrichien qui vient de re-signer, mettre en place la semaine de 60 heures par semaine. Steve Bannon, allié de Marine Le Pen, c'est un des plus gros libéraux qui vient là sur Paris en se payant une chambre à 8 000 € la nuit. Donc quand on creuse, on s'aperçoit que le Rassemblement national ne répond pas aux préoccupations sociales qui sont exprimées dans la population. Pourtant, elle dit qu'elle a une préoccupation sociale. Mais vous dites elle a besoin de faire diversion, comme d'habitude, en inventant un péril islamiste. Immigrés, et voilà, c'est son fonds de commerce. Oui. Et Leïla Chaibi, candidate aux élections européennes pour la France insoumise. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Vous en parliez il y a quelques instants. Andrea Cotarac, ancien conseiller régional, a quitté la France insoumise pour soutenir le Rassemblement national. Il a dit entre les cadres du parti et ce que pensent vraiment les gens, il y a un petit écart. Thomas Guénolé aussi parle de simulacre de démocratie interne à la France insoumise. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? Mais déjà, là, il s'agit de 2 cas individuels. Oui, absolument. Quand on creuse, donc, souvent, les départs sont liés à des questions d'ego, des gens qui ne se considéraient pas assez bien placés sur une liste, qui se voyaient déjà députés européens. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui peuvent plutôt ne pas exposer leurs idées ? Thomas Guénolé, si vous voulez, moi je suis en coordination de campagne tous les lundis midi avec les 16 premiers candidats de la liste. Pendant 2 mois, Thomas Guénolé, il participait à ces réunions du lundi midi. Je n'ai jamais entendu exprimer la moindre critique. Quand il a rédigé son courrier expliquant que c'était une dictature, la France insoumise, moi j'étais complètement stupéfaite parce qu'il faisait partie des plus zélés depuis qu'il est arrivé. Enfin, c'était Mais on peut s'exprimer chez vous en interne on peut dire ce qu'on pense. Mais complètement, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais stupéfaite en lisant le courrier de Thomas Guénolé, parce que jamais il avait exprimé la moindre critique. En interne, à la France insoumise... Et Andrea Cotarac, pourquoi ? Alors, Andrea Cotarac, c'est clairement une trahison. Moi, ça a été un choc, vraiment. C'est un choc de voir quelqu'un partir au Rassemblement national, parce que nous n'avons rien à voir avec ces gens-là, avec le mouvement de Marine Le Pen. Oui, mais pourquoi ces gens ne se reconnaissent plus chez vous ? Mais à la limite, moi, s'il se reconnaît plus chez nous et qu'il part au Rassemblement national, enfin, je suis contente qu'il se reconnaisse plus chez nous. Si vous voulez tout savoir, moi, l'impression que ça m'a donné, là, Andrea Cotarac, c'est quelqu'un que j'ai déjà croisé. J'ai l'impression qu'il était mort. J'ai l'impression que quelqu'un était mort, était décédé. C'est-à-dire ? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend pas. C'est dur ce que vous dites. On comprend pas. Mais oui, mais si vous voulez, ça fait le même effet que perdre quelqu'un. En fait, on ne comprend pas partir comme ça chez l'ennemi, en fait, chez l'adversaire. C'était un militant lyonnais vous savez qu'à Lyon, le mouvement antifasciste est bien réel et vivace, et il était très impliqué dans ce mouvement-là. Donc c'est incompréhensible. En tout cas, faire ça à 12 jours de l'élection, vous imaginez bien c'est une que trahison. C'est une trahison, et puis c'est également un coup monté. Ouais. On se demande ce qu'il y a derrière, mais à 12 jours de l'élection, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Eh ben, vous avez un invité surprise. Bonjour Leïla, c'est le vicomte Philippe de Villiers, le chouan qui refuse qu'on lui chiale dans la chasuble. Je crois savoir que tu as des origines vendéennes par ta maman et tunisiennes par ton papa, le mélange du préfou et de la rissa. Alors voici ma question. Une étude vient de révéler qu'on se mariait moins chez les insoumis que chez les républicains, mais vu le nombre de départs du parti, on en parlait ces derniers mois, t'as pas l'impression que pour le coup les insoumis sont vachement bien classés sur le nombre de divorces ? Non. Est-ce que Mélenchon a passé la bague au doigt à Yannick Jadot ou à un autre ? Non, c'est pas prévu. Non, mais on est un mariage, nous, la liste en elle-même, c'est un mariage donc de communistes, d'écolos, de gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un mouvement, de socialistes. C'est déjà en elle-même, j'incite les auditeurs à regarder de près les personnes qui composent la liste. La typologie. Parce qu'ils verront à quel point il y a de la diversité, il y a un mariage à plusieurs. Un mariage à 79. Un mariage à plusieurs. Leïla Chaibi, candidate aux élections européennes pour la France insoumise, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio.